Dans cette intervention, je voudrais discuter le phénomène de l'expansion de l'Ndrangheta au-delà des territoires de la Calabria. La Calabria, c'est la région du sud de l'Italie la plus pauvre, c'est la région d'où cette organisation criminelle qui est aujourd'hui la plus puissante et la plus dangereuse en Italie provient. Dans la première partie de mon intervention, je vise à montrer les avantages des modèles d'explication focalisés sur la dimension pragmatique de cette expansion, c'est-à-dire sur la nature des relations que les membres de l'Ndrangheta entretiennent avec les acteurs sociaux des sociétés du centre-nord de l'Italie, impliqués dans ce phénomène d'expansion. Dans la deuxième partie de mon intervention, je vais discuter l'importance des services de protection dans les dynamiques d'expansion de l'Ndrangheta. Enfin, dans les conclusions, je vais esquisser une réflexion plus théorique à propos des concepts de sécurité et de protection. Aujourd'hui, la présence de la 'Ndrangheta, qui est la mafia calabraise, dans le nord de l'Italie et dans plusieurs pays en Europe et dans le monde aussi, est hors discussion. Mais ce qui fait l'objet de la discussion, ce sont les causes et la nature de cette expansion. À ce propos, il y a des explications qui se sont taillées la part du lion, aussi bien dans les débats scientifiques que dans les débats politiques et publics. La première interprétation de cette expansion est une interprétation culturaliste qui a été appelée la métaphore de la contagion. Selon cette métaphore, la mentalité mafieuse fonctionne comme une bactérie contaminant les sociétés en bonne santé du centre-nord de l'Italie. Normalement, cette bactérie devrait mourir, mais malheureusement, elle est protégée par une niche écologique compatible avec son existence, c'est-à-dire la niche produite par les communautés émigrées du sud de l'Italie au nord de l'Italie. Dans ces niches, la bactérie gagne en protection. Elle peut survivre dans un environnement hostile, elle peut grandir et enfin, elle peut contaminer les sociétés saines du centre-nord. L'interprétation culturaliste et la métaphore de la contagion ont un défaut assez grave parmi d'autres. Elle n'explique pas la variété des interactions entre les membres de l'Ndrangheta et ceux que je vais ici appeler les acteurs sociaux autochtones, c'est-à-dire les entrepreneurs, politiciens, avocats, professionnels qui proviennent du centre-nord de l'Italie. Dans la métaphore de la contagion semble représenter ces relations sous forme de relations d'identité. Par moyen de la contagion, l'on devient mafiosi. Toutefois, les enquêtes scientifiques et judiciaires montrent l'existence de différents niveaux d'interaction entre les membres de l'Ndrangheta et les acteurs sociaux autochtones, qui ne peuvent pas être saisis par la catégorie vague et trop générale de la contagion. Malheureusement, à mon avis, cette variété ne peut pas être saisie non plus par l'autre grande interprétation mainstream, c'est-à-dire l'interprétation qui, d'après Gramsci et Bourdieu, on pourrait appeler économiciste. Selon cette interprétation, ce qui intéresse l'Ndrangheta aujourd'hui, ce n'est que le pouvoir économique. La même chose vaut pour les acteurs sociaux autochtones qui coopèrent avec les membres de l'Ndrangheta. Ils ne sont pas contaminés par la bactérie mafieuse, mais ils suivent toujours leur intérêt économique. Et au cas où ces intérêts économiques les poussaient à coopérer avec les membres de l'Ndrangheta, ils suivraient la direction indiquée par ces intérêts. Donc, cette interprétation, c'est important, à mon avis, parce qu'elle met au jour le caractère réciproque de ces phénomènes. Elle permet le passage d'un point de vue identitaire à un point de vue complémentaire, selon lequel l'expansion de l'Ndrangheta se déroule grâce à ce que le grand sociologue du crime organisé des années 30, Landesco, a appelé les interlocking interests, c'est-à-dire l'emboîtement des intérêts des acteurs sociaux de la criminalité organisée et des politiciens professionnels et entrepreneurs autochtones. Mais la faiblesse principale de cette interprétation consiste dans le fait qu'elle représente les intérêts en jeu dans l'expansion de la mafia seulement en termes d'intérêts économiques. Par conséquent, cette explication risque de réduire la complexité de ces interactions. On peut considérer, par exemple, l'histoire de Roberta Tattini. Roberta Tattini est une conseillère financière qui habite et travaille à Bologne, dans le nord-ouest de l'Italie. Un jour, Roberta Tattini reçoit la visite de Nicolino Grandaracri, qui est le boss du clan Grandaracri. Ce boss visite Madame Tattini afin de discuter un business très important qui va avoir lieu en Calabre. Après les rencontres, Madame Tattini raconte le rendez-vous à son père. Et malheureusement pour elle, cette conversation a été mise sous écoute par la police.
Et donc, Mme Tatini, elle est très heureuse de ce rendez-vous. Elle se réfère au boss Grand Darac en le définissant les boss, les féroces. Elle affirme qu'elle était honorée de cette visite, tellement honorée que son père lui manifeste sa préoccupation. Mais elle va le rassurer, parce que s'il y a des problèmes avec la justice, la mafia lui prêtera ses avocats. Enfin, elle reconnaît qu'après le rendez-vous, elle s'est sentie très importante. Donc, cet exemple, à mon avis, montre comment l'enjeu dans les relations entre les membres de l'Ndrangheta et les acteurs sociaux autochtones n'est pas tout simplement économique. Madame Tatini est liée au clan Grand Darac par une liaison constante et stratégique. Elle participe activement aux stratégies économiques et financières du clan. En tout cas, il y a un clair surplus symbolique qui se produit à l'intérieur de cette relation. Elles se sont reconnues importantes, elle reconnaît le statut de ses partenaires économiques, leur prestige, leur importance, et elle perçoit d'être elle-même objet de la reconnaissance symbolique de ses interlocuteurs. Donc, vu les limites des interprétations culturalistes et économistes, je crois que l'approche la plus prometteuse afin de décrire et comprendre le processus d'expansion de l'Ndrangheta est celle qui souligne la nature dynamique, interactive et complémentaire des relations entre membres de l'Ndrangheta et acteurs sociaux du Centre-Nord. Le niveau et la qualité du caractère interactif de ces relations ne doivent pas être pensés en termes statiques, mais plutôt dynamiques. En reprenant les catégories introduites par Mary Parker Follett, il faut penser qu'une dimension de négociation peut se développer à l'intérieur d'une relation de domination et qu'une relation de négociation peut aboutir à une relation de domination. Par exemple, c'est le cas des entrepreneurs qui cherchent à établir une relation coopérative avec les membres de l'Ndrangheta afin d'augmenter les performances de leur entreprise, mais qui enfin, avec le temps, se retrouvent emprisonnés dans l'entreprise même, qui est désormais tombée en possession des clans de l'Ndrangheta. Enfin, il peut arriver aussi qu'une relation exhibant au début un caractère de négociation ou de domination montre par la suite des caractères intégratifs, c'est-à-dire il y a des dynamiques par moyen desquelles émergent de nouveaux intérêts communs. En adoptant cette perspective pragmatique, je vise à discuter le rôle de la protection dans les dynamiques d'expansion de l'Ndrangheta. La centralité de la protection dans les phénomènes mafieux a été soulignée par plusieurs auteurs, voire par exemple la définition de la mafia comme entreprise privée de la protection par Gambetta et Lupo. Mais dans ses travaux, Varese a démontré comment la présence d'une demande privée de protection est une importante condition de possibilité de l'expansion de la mafia. L'importance des relations de protection dans l'expansion de l'Ndrangheta émerge de plusieurs recherches et articles, par exemple dans le secteur du bâtiment. Pendant un interrogatoire mené par les autorités judiciaires, un entrepreneur de la Lombardie, qui est dans une région dans le nord très riche, dans le nord de l'Italie, décrit le rôle des membres de l'Ndrangheta dans l'économie du bâtiment dans la région de la Lombardie. Dans le territoire de Assago, qui est une petite ville à côté de Milano, tout le monde sait, il affirme que si on a besoin d'un service de mouvement de terre, il est nécessaire de contacter les Calabreses. En tout cas, on fait des nécessités vertus. Les prix sont économiques et surtout, je cite, « Dans mon chantier, rien ne s'est passé pendant cette période, la période dans laquelle cet entrepreneur s'était mis d'accord avec l'Ndrangheta. Les petits vols non plus. » Donc, la protection remplie par les membres de l'Ndrangheta prend des formes différentes. Il y a une protection physique des chantiers de bâtiments, par exemple la protection contre les vols. Il y a une protection contre les problèmes posés par les ouvriers et les syndicats. Et il y a une protection physique de l'entrepreneur dans les querelles avec ses créditeurs ou ses débiteurs. Parfois, ce service de protection fait l'objet d'un prêt. Dans le process infinito, on retrouve une écoute téléphonique dans laquelle un sujet inconnu demande à l'entrepreneur lombard Perego s'il peut lui emprunter un Calabrese, un homme qui vient de la Calabre, dans le but de résoudre une querelle. Perego accepte sans hésitation et sans surprise. Il va parler aussitôt avec son ami calabrais qui offrira sa protection à cet ami inconnu. Donc, en discutant ces rapports entre demande et offre de protection, il faut éviter, à mon avis, de considérer aussi bien l'offre que la demande en termes statiques. Il faut penser plutôt que la demande de protection émerge et se développe à l'intérieur d'une relation qui est parfois fortement asymétrique.
Cette demande parfois émerge en tant que réponse à l'offre de protection. Donc ce n'est pas donné, c'est une réponse à l'offre de protection. Et c'est le schéma paradigmatique de l'extorsion. Dans l'extorsion, les groupes criminels offrent une protection qui n'est pas forcément demandée par l'entrepreneur. Donc le problème de la demande de protection se pose lorsque le clan offre ces services. Mais avant cette offre, elle n'existait pas. Par exemple, voir la célèbre citation tirée de Le Godfather, le parrain, l'idée d'une proposition irrécusable. Donc c'est une offre qui constitue performativement la demande. Donc de plus, à l'intérieur d'une relation asymétrique telle l'extorsion, peuvent se développer aussi des négociations. Et c'est le cas du propriétaire d'un kiosque à côté du stade de San Siro à Milan. Ce propriétaire subit l'extorsion des membres du clan Flacchi. Un beau jour, un nouveau kiosque, qui est en réalité une opération cachée de la police, apparaît pas loin de sa place. Le propriétaire victime de l'extorsion s'indigne et il exige le monopole dans ce territoire. Surtout, il exige que l'Ndrangheta aille défendre avec la violence son monopole en sommant son compétiteur de fermer le kiosque. C'est-à-dire qu'ici, l'entrepreneur lutte afin de négocier la nature de l'offre de l'Ndrangheta, pas seulement de la simple protection, mais surtout de la protection active de ce nouveau intérêt, l'intérêt du monopole. Donc parfois, même au sein des relations carrément asymétriques, les moyens rendus disponibles par cette relation peuvent faire surgir de nouveaux intérêts, besoins et demandes, même du côté de la partie faible de cette relation. Mais peut-on comprendre la protection seulement en termes physiques et économiques? Et mon hypothèse, une hypothèse encore ouverte et préliminaire que je suis heureux de partager avec vous, c'est la suivante. Non, on ne peut pas comprendre la protection seulement en termes physiques et économiques. Il y a au moins un autre niveau de protection que je voudrais appeler la protection de la face. En suivant les idées et la terminologie de Goffman, je propose de situer la face dans un niveau qui est en même temps celui de la réputation ou du capital symbolique, c'est-à-dire les crédits et la crédibilité qui découlent de cette face, mais aussi un niveau normatif, fort lié aux évaluations que les autres font à propos de ma face. L'Ndrangheta ne fournit pas seulement protection physique et économique, mais aussi protection de la réputation, protection de la face. Au niveau individuel de la protection de la face, il faut penser par exemple au secours que l'Ndrangheta offre aux entreprises en crise de disponibilité d'argent. Sans l'aide de l'Ndrangheta, qui est souvent riche en argent sale, à cause du commerce de drogue et de cocaïne surtout, les entrepreneurs seraient forcés à fermer les entreprises. Ici, il ne s'agit pas seulement d'économie. Dans le centre-nord de l'Italie, fermer sa petite entreprise, ça signifie échouer dans son propre rôle social, dans sa propre identité. En échappant à la fermeture de l'entreprise, on ne protège pas seulement l'argent, mais aussi la face, c'est-à-dire l'apparence et la valeur publique du rôle social. Dans l'histoire des relations entre les membres de l'Ndrangheta et l'entrepreneur du centre-nord, il n'y a pas seulement l'entrepreneur sans scrupules qui veut renforcer sa propre activité économique, mais il y a aussi l'entrepreneur en crise de liquidité qui veut sauver son entreprise et sa face. Bien sûr, en accord avec le postulat de la nature dynamique des interactions, parfois c'est difficile de distinguer dans la réalité concrète ces deux types de figures. Parce que d'un côté, il y a des entrepreneurs qui sont au début en collusion stratégique avec la mafia, qui deviennent de plus en plus victimes. Et de l'autre côté, il y a des entrepreneurs en crise qui demandent la protection aux membres de l'Ndrangheta, mais qui développent avec le temps une relation de collusion croissante. Apparemment, cette protection de la face ne fonctionne pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Je cite ici les mots d'un juge du tribunal de Milan. À son avis, la synergie entre les membres de l'Ndrangheta et les entrepreneurs produit un avantage pour l'entrepreneur et pour les membres de l'Ndrangheta qui peuvent participer à des activités économiques, je cite, sans trop déranger le territoire, l'opinion publique, la collectivité. Donc ceci c'est très important, sans trop déranger l'opinion publique. En protégeant l'opinion publique, l'Ndrangheta vise à protéger, à mon avis, stratégiquement la phase, ce qu'on peut appeler la phase collective des territoires impliqués dans cette expansion.
Protéger la face signifie ici protéger la collectivité contre la honte d'être membre d'une communauté à l'intérieur de laquelle il y a la mafia. L'andrangheta est donc une mafia qui sauve les apparences. Comme on peut lire dans les journaux italiens, l'andrangheta, c'est une mafia low profile. Donc, du point de vue scientifique, on retrouve des recherches qui soulignent l'existence de stratégies visant à ne déranger pas trop l'opinion publique. Par exemple, dans leur enquête sur l'andrangheta dans la région Ligurie, Charrone et Scaglione décrivent les activités du clan Marciano dans la ville de Ventimiglia. C'est la ville exactement en face de la frontière entre France et Italie. Ce clan, le clan Marciano, qui est lié à un clan très puissant dans le sud de l'Italie qui s'appelle Piromalli, donc ce clan, le Marciano, poursuit une stratégie explicite de déproblématisation de sa propre présence dans le territoire. Je cite une interview à un magistrat. Ils sont, les Marciano, pour l'approche traditionnelle, être invisible, conduire une Fiat Panda, qui est une petite voiture économique, parfois cabossée, loger dans des maisons très simples. Apparemment, ils ne font pas rien. Donc, il y a une deuxième interview que je cite. Il s'agit d'une andrangheta low profile, encore une fois, où on montre du respect aux autres dans la rue. On se lève les chapeaux face au maire de la ville. Il s'agit de l'expression d'un pouvoir silencieux, pas d'homicide, pas d'extorsion non plus. Donc, apparemment, les seules actions violentes réalisées publiquement par les Marciano ont pour objet la gestion de la microcriminalité. Je cite une écoute téléphonique du boss Marciano. Il faut les trouver, il faut les frapper bien, il faut qu'ils, les voleurs, ne viennent pas ici à faire des hold-up dans notre ville. Donc, dans ce cas, les clans de l'andrangheta réalisent la protection de la face de la collectivité par le biais de deux stratégies. Il y a deux stratégies. La première, c'est déproblématiser sa propre présence, qui est une présence low profile, respecteuse et respectable. La deuxième stratégie, c'est contribuer à la répression des facteurs d'insécurité, par exemple par le biais du contrôle violent de la microcriminalité. Mais cette dernière stratégie, c'est-à-dire le contrôle violent de la microcriminalité, présuppose un contrôle fort, structuré du territoire, développé pendant plusieurs années. Et en absence de ces contrôles, il faut que l'andrangheta se focalise sur la première stratégie, c'est-à-dire la déproblématisation de sa propre présence. Ici, je vais mentionner un possible cas d'étude, qui est ce qui se passe dans la ville de Pérouse. La ville de Pérouse, c'est le chef-lieu de la petite région de l'Ombrie, et la ville de Pérouse tombe dans cette dernière catégorie, dans laquelle l'andrangheta n'est pas si puissant il ne peut pas contrôler la microcriminalité. Donc, il peut seulement déproblématiser sa propre présence. Le cas de Pérouse, à mon avis, c'est intéressant à cause de la coexistence des deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la présence de l'expression d'un fort sentiment d'insécurité dans la population. Et de l'autre côté, il y a la présence de l'andrangheta, surtout dans les quartiers périphériques comme Ponte San Giovanni, pour ce qui concerne le commerce de la drogue et le secteur économique du bâtiment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux phénomènes, la présence de l'andrangheta et la présence d'un sentiment d'insécurité, les deux phénomènes se développent apparemment comme des lignes parallèles. La présence de l'andrangheta n'est jamais mentionnée en tant qu'objet ou cause de cette insécurité. Dans les interviews publiées dans une œuvre sociologique collective dirigée par Sant'Ambrogio, les citoyens de Perugia interpellés font très souvent référence au problème de la drogue en tant que problème important dans la vie et en tant que cause d'insécurité. Mais en se référant à ces problèmes, il mentionne très souvent la microcriminalité, surtout maghrébine, qui est engagée dans le commerce de la drogue en plein air dans la centre-ville, à côté de la gare, et surtout dans la place principale et dans les petites rues du vieux centre historique de Pérouse. Donc, il y a donc beaucoup d'expressions d'insécurité dans cette entrevue, beaucoup de références aux liaisons entre insécurité et commerce de la drogue, mais pas de références à l'andrangheta. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi? On peut essayer de formuler au moins 3 réponses possibles à cette question. En premier lieu, on peut faire l'hypothèse que l'andrangheta n'est pas mentionnée en relation avec l'insécurité, car les médias ne parlent jamais de la mafia, ils parlent seulement de microcriminalité.
Mais cette interprétation un petit peu complotiste est démentie par le fait que les enquêtes judiciaires à propos de l'Ndrangheta à Pérouse ont fait régulièrement l'objet d'articles de journaux locaux et nationaux. Par exemple, l'article publié en 2008 par l'hebdomadaire L'Espresso, qui est un hebdomadaire très connu en Italie, portant le titre assez explicite « Perugia e Cosa Nostra ». C'est un jeu de mots entre le signifié littéral « Perugia c'est notre chose » et le nom Cosa Nostra qui désigne la mafia en Sicile. Donc, cette présence a fait aussi l'objet de l'attention de l'administration politique de la ville. Encore en 2008, l'Office de la maire de Pérouse publie la déclaration suivante. Nous suspicions sur l'existence d'une tentative d'exporter des pratiques criminelles à nombreux qui, par moyen du commerce de la drogue, vont s'étendre à certains secteurs de l'économie et de la société de notre région, n'était donc pas sans fondement. Donc, la première interprétation ne marche pas, à mon avis. Il y a en deuxième lieu, on peut faire une autre hypothèse. L'hypothèse est que l'Ndrangheta n'est pas mentionnée en relation à la situation d'insécurité de la ville parce que dans la ville de Pérouse, il n'y a pas assez de ressources symboliques ou, avec la terminologie de Robert Putnam, pas assez de capital social pour envisager la présence de l'Ndrangheta en tant que problème social. Toutefois, cette corrélation ne s'applique pas au centre de Pérouse. La ville de Pérouse, en particulier les quartiers les plus concernés par la présence de l'Ndrangheta, montre un haut niveau d'activisme social, réalisé grâce à la présence de nombreuses associations qui problématisent et affrontent la situation du quartier. Donc, on a besoin, à mon avis, d'une explication alternative. Et cette explication alternative, je propose qu'elle se focalise sur les différences entre microcriminalité et Ndrangheta. La microcriminalité à Pérouse est visible et représentée pas seulement au niveau médiatique, mais aussi au niveau des expériences de ces citoyens qui vivent la vie en première personne. Les acteurs sociaux qui expriment un sentiment d'insécurité justifient et articulent leur argumentation très souvent par moyen de la narration d'expériences vécues. On parle des petits dealers en action dans la place centrale du centre historique de la ville, dans les petits parcs, dans les petites rues médiévales. On raconte les bagarres entre les dealers dans les centres-villes, en face des petits bars de la Movida. On parle enfin des provocations et des ennuis subis, par exemple, par les femmes d'origine maghrébine avec lesquelles les dealers osent un langage et une attitude plus arrogante. J'ai pris toutes ces informations par les recherches dirigées par Sant'Ambrogio dans le 2015. Donc, la microcriminalité des voleurs et des petits dealers fait l'objet de ce qu'on peut appeler un circuit épistémologique entre représentation médiatique et expériences vécues dans la vie. Les unes renforcent les autres. L'émission de télé nationale dédiée à la dégradation de Pérouse est validée par les expériences. L'émission valide et amplifie les expériences et l'attention des citoyens par rapport à la dégradation et à l'insécurité. Les journaux locaux se focalisent de plus en plus sur ces sujets en augmentant la sensibilité des citoyens, etc. Bon, l'on peut supposer que le même circuit épistémologique ne se produit pas avec l'Ndrangheta. Il est plus difficile, dans ce cas, d'activer un circuit entre discours médiatique et d'expérience parce qu'il est beaucoup plus rare de faire l'expérience de l'Ndrangheta dans la vie. À cause de cette différence, la microcriminalité tunisienne monopolise le sentiment d'insécurité. Et il existe un sentiment de honte suscité par le fait que toute la région et tout le pays sont au courant et ils parlent, grâce aux médias, de la situation d'insécurité et du problème de la drogue qui caractérise Pérouse. Au contraire, probablement les stratégies de déproblématisation et le low profile de l'Ndrangheta évitent que cette honte liée à la visibilité de l'insécurité, à cette honte, puisse s'ajouter une deuxième honte, qui est une honte plus stigmatisante et plus pressante. C'est la honte suscitée par la présence de la mafia dans son propre territoire. Donc, on retourne encore une fois, selon moi, aux dynamiques et à l'hypothèse de la protection de la face collective. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi l'Ndrangheta souhaite protéger la face collective des villes du centre-nord où elle est active? Est-ce qu'il s'agit d'un acte gratuit? Est-ce qu'il s'agit d'altruisme? Je pense non. Une ligne explicative utile peut s'articuler au fil de la relation entre la perte de la face et la honte. La perte de la face, l'idée réalisée qu'il y a la mafia dans mon territoire, cette perte de la face peut susciter de la honte. Mais la honte n'est pas forcément une émotion purement subjective, privée, enfermant le sujet dans lui-même et inhibant son action sociale. La honte peut aussi
endosser une fonction critique et transformatrice. Elle peut mobiliser et renforcer la participation, elle peut diriger l'attention collective contre les phénomènes honteux, dans ce cas la présence de la mafia. Donc, du point de vue de l'Ndrangheta, protéger la face de la collectivité signifie donc aussi protéger soi-même. À cet égard, les crimes organisés montrent une supériorité stratégique et tactique, peut-être basée sur les différents rôles joués dans les marchés de la drogue par rapport à la microcriminalité. Face à l'émergence d'un sentiment et d'expression d'insécurité lié au problème de la drogue, la Ndrangheta accomplit la fonction de protection de la face publique, en laissant le monopole gênant de cette insécurité à la microcriminalité. Et donc peut-être, ce n'est pas par hasard qu'en italien, on pourrait dire que la microcriminalité à Pérouse et aussi les groupes criminels les plus jeunes sont, on dit en italien, sfacciati. On peut traduire en français effrontés. Mais sfacciati en italien, l'étymologie signifie sans face. Donc effrontés, on peut être traduit comme sfacciati, et donc la microcriminalité est sfacciata parce qu'elle ne s'intéresse pas à la face. Donc, moi, je n'aime pas du tout l'étymologie, mais parfois c'est utile. Au contraire, l'Ndrangheta n'est pas normalement sfacciata, n'est pas normalement effrontée, parce qu'elle doit tenir en compte de la face collective et de sa propre face. Et d'ici, peut-être, provient la supériorité stratégique de l'Ndrangheta et de l'organisation criminelle plus organisée par rapport à la microcriminalité. Donc, je suis arrivé aux conclusions. La thèse de la centralité de la protection par rapport au phénomène d'expansion de l'Ndrangheta, à mon avis, c'est une thèse viable et vraisemblable. La protection, c'est un service très important que les clans de l'Ndrangheta peuvent offrir aux acteurs sociaux du centre-nord de l'Italie. Il y a deux types différents de protection. Il y a une protection physique, par exemple, protéger l'entrepreneur contre ses créditeurs. Il y a une protection économique, protéger l'entreprise contre la fermeture en introduisant de la liquidité. Il y a une protection qui agit aussi à un niveau plus symbolique et plus normatif. C'est ce qu'on appelait ici la protection de la face. Par exemple, en sauvant l'entreprise en crise d'un entrepreneur du centre-nord, l'on sauve aussi sa face, son rôle social et les expectatives qui sont liées, sa réputation, son capital symbolique, etc. Mais la protection de la face, celle-ci est la partie la plus hypothétique de cette intervention, fonctionne peut-être aussi au niveau collectif. Les stratégies de déguisement et de low profile réalisées dans plusieurs contextes par les clans de l'Ndrangheta peuvent être comprises en tant que protection de la face collective, c'est-à-dire qu'on épargne à la communauté du centre-nord où l'Ndrangheta opère l'expérience de perte de la face et la relative honte suscitée par la prise de conscience du fait qu'il y a la mafia dans son propre territoire. Donc, je voudrais conclure avec une question ouverte de nature plus théorique, peut-être aussi philosophique si nous voulons. Et c'est la question suivante. Est-ce qu'on peut relier la conception ample de protection que l'on a employée ici à une discussion critique du rapport entre protection et sécurité? Apparemment, la sécurité peut être considérée comme le résultat de l'activité de protection. En obtenant protection, l'on obtient en même temps de la sécurité. Toutefois, les choses se compliquent si l'on adopte une conception pragmatique et expressive de la sécurité. Et ici, peut-être la psychologie de l'attachement peut être une source d'inspiration. Dans certaines applications contemporaines de cette courant de la psychologie, la sécurité est définie comme une qualité pragmatique plutôt que comme un état mental ou un sentiment purement subjectif. La sécurité consiste en la capacité d'exprimer soi-même dans la relation avec les autres, tout en étant en même temps potentiellement ouvert aux contributions des autres. Donc, bien sûr, cette conception psychologique ne peut pas être automatiquement appliquée au niveau sociologique, mais en tout cas, à mon avis, l'on peut sauver l'esprit de cette définition afin de poser la question suivante. Si on conçoit la sécurité en termes pragmatiques, c'est-à-dire en tant que la capacité d'exprimer soi-même et d'exprimer, d'articuler des questions, des problèmes, des revendications sociales, est-ce qu'on peut mettre en discussion la linéarité du rapport entre protection et sécurité? Peut-on penser des situations au sein desquelles on obtient protection en renonçant à sa propre sécurité? Apparemment, c'est le cas de ce qu'on appelait ici la protection de la face collective. Dans le cas de l'Ndrangheta, la réalisation
de la protection de la phase collective inhibe l'expression de la honte et de sa potentielle force expressive. En inhibant la honte, on inhibe aussi la capacité d'exprimer des troubles et d'articuler l'existence de l'andrangheta dans sa propre vie en forme problématique. L'hypothèse, qui ici est bien sûr seulement esquissée, ne consiste pas à couper chaque lien positif entre protection et sécurité. Il ne consiste pas à renoncer à penser la vulnérabilité des groupes sociaux ou des individus. Mais cette hypothèse vise seulement à montrer la possibilité d'un décalage entre ces deux dimensions. Un décalage, la possibilité, pas la nécessité, d'un décalage entre protection et sécurité. Telle qu'elle explique la psychologie de l'attachement, il y a des situations dans lesquelles une certaine protection est la condition de possibilité de la sécurité. Mais il y a des autres situations où une autre modalité de protection est la condition d'impossibilité de la sécurité. Donc la dernière question, c'est la suivante. Peut cette différence être signifiante et utile, pas seulement au niveau psychologique, mais au niveau sociologique aussi? Merci. D'où vient cet intérêt pour la sociologie? Parce que j'ai étudié longtemps la philosophie, j'ai pris mon premier doctorat en philosophie, mais après j'avais envie d'étudier des questions plus pratiques. Et je pense que la criminalité organisée, surtout ce type très spécifique de criminalité organisée qui est l'andrangheta, c'est intéressant parce qu'il m'a poussé à redéfinir et repenser des concepts fondamentaux de la philosophie politique, par exemple, le concept de pouvoir, qu'est-ce que signifie le pouvoir, le concept d'asymétrie et le concept de pratique, donc, pour répondre à Chloé. Et donc, au début, j'ai cherché de faire un travail théorique, de faire une discussion philosophique des concepts qui étaient employés par les sociologues du crime organisé, et montrer les limites, les défauts de ce concept. Mais après, j'ai développé un intérêt plus profond dans ce regard. Donc j'espère que je pourrai faire aussi une enquête de terrain sur la question de Pérouse, notamment. Je coopère avec... Parce que justement, c'est pas une question, mais donc vous n'avez pas été sur le terrain encore. C'est vraiment difficile d'être sur le terrain avec l'andrangheta parce qu'il faut se rapporter avec les autorités judiciaires. On peut faire du terrain peut-être avec les repentis, mais on a besoin de beaucoup d'autorisation. Mais normalement, le terrain avec l'andrangheta, c'est difficile parce que c'est dangereux. Et dans l'université, ne te donne pas l'autorisation. Parce que oui, ils sont low profile, des trucs comme ça. Mais quand on a besoin, ils sont très violents. Donc, c'est difficile de faire. Et je connais personne qui a fait vraiment du terrain. Oui, il y a du terrain à propos de la question de l'andrangheta, oui, avec les populations autochtones, mais pas vraiment du terrain avec les clans, parce que c'est une opération de police plutôt. Donc, c'est difficile. Et donc, pour ce qui concerne la question du pragmatisme, et merci pour cette question, bon, pragmatisme ne signifie pas ici être pragmatique, donc calculer les avantages, des trucs comme ça, mais ça signifie se focaliser sur la nature et la qualité des relations pratiques. Donc, pas faire l'hypothèse qu'il y a un niveau culturel qui est présupposé, ni faire l'hypothèse qu'il n'y a que l'intérêt économique. Mais une approche pragmatiste et pragmatique, ça veut dire se focaliser sur comment ça marche, ces phénomènes, quelles sont les pratiques, quels sont les mécanismes, mais aussi quelle est la qualité des différents types de pratiques. Et donc, il y a des qualités des pratiques plus, disons, normatives, il y a des pratiques plus économiques, et donc ça veut dire se focaliser sur les pratiques et sur la nature des pratiques. Et donc, ce n'est pas incompatible avec... c'est incompatible avec le culturalisme et l'économisme, mais à mon avis, elle peut rendre compte soit des phénomènes économiques, soit des phénomènes culturels, en tant que type particulier de pratique. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est plus intéressant. Parce que si on se focalise seulement sur les questions culturelles, on va sous-évaluer les questions économiques. Si on va, mais les deux, à mon avis, sont très importants. Donc, ce qui s'opposerait au pragmatisme, ce serait plus
Je pense que la différence cruciale ici, c'est la question, oui, un normativisme, soit un normativisme trop étroit, trop statique, soit un économicisme, disons, trop réductionniste. Hein. Mais peut-être que dans une certaine enquête, on peut faire la conclusion que les phénomènes économiques sont les plus importants. Hein. Peut-être, mais ça ne peut pas être l'assumption générale, à mon avis. Pour ce qui concerne les questions de Martin, oui, tu as raison. Normalement, il y a des conflits, parfois, il y a des guerres aussi. Il y a eu une guerre dans la ville, peut-être la ville la plus importante de l'Andrangheta, qui s'appelle Reggio Calabria, dans les années 80. Il y a eu presque 1000 morts tués pendant cette guerre. Donc, parfois, il y a la guerre, hein, et c'est une guerre très violente qu'on appelle en italien faida, c'est une guerre entre les clans. Mais de plus en plus, il y a des mécanismes pour éviter que ces guerres soient trop longues et trop violentes. Parce que l'Andrangheta a une organisation très compliquée, c'est comme un franchising. Hein. Un clan peut ouvrir un franchising peut-être à Bruxelles, mais il faut qu'il y ait l'autorisation au moins d'un clan dans le sud de l'Italie. Sans cette autorisation, il y a la guerre. Okay? Mais quand il y a une guerre entre les différents clans, il y a un niveau organisatif supérieur qui ne discute pas ce que les clans font économiquement dans leur territoire, mais il discute seulement les situations de conflit. Parce que les conflits, c'est dangereux, parce que la tension de la police va augmenter, parce que la tension du débat politique va augmenter. Et donc, il y a ces mécanismes de gestion de la violence et des conflits. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de conflit, tu as tout à fait raison. Et pour ce qui concerne le racisme, oui, mais il faut considérer pas seulement la différence entre blanche et noir, oui, ça peut être important, mais aussi en Italie, peut-être maintenant, aujourd'hui un petit peu moins, mais dans le passé, c'était important, la différence entre le sud et le nord de l'Italie. Et donc, il y avait dans le nord de l'Italie du racisme face au sud de l'Italie. Donc, cette idée que la microcriminalité, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ma communauté, mais c'est quelque chose d'extérieur, est très important dans la métaphore de la contagion, la conception culturaliste. Parce que l'idée, c'est qu'il y a une bactérie qui vient du dehors et qui est incompatible avec la société, et il peut se développer seulement grâce à une niche écologique créée par l'immigration. Donc il y a aussi du racisme, à mon avis, dans les interprétations culturalistes. Donc pas dans tout, dans ce que j'appelais la métaphore de la contagion. Donc peut-être qu'il y a un arrière-plan raciste dans le fait que les sentiments d'insécurité liés avec la présence de petits dealers maghrébins, mais il peut y avoir aussi par rapport à l'Andrangheta. Et je pense que, oui, ça peut être une partie de l'histoire, mais je pense que c'est important le fait qu'on peut percevoir l'activité de ces gens dans la ville. Moi, par exemple, j'ai fréquenté beaucoup Perugia, c'était tout à fait visible dans la ville et aussi dans des endroits très symboliques dans la ville, les centres-villes de la place médiévale. Donc, oui, peut-être, mais la question de la visibilité, à mon avis, c'est important. J'ai deux petites questions qui me sont venues depuis tout à l'heure. D'abord, bon, c'est des questions un peu théoriques peut-être, mais c'est aussi pour la démarche que le travail est intéressant et pas juste pour sa thématisation sur l'Andrangheta. Mais donc, par rapport à l'insuffisance de l'approche économique, je te suis assez bien, et en même temps, sans être particulièrement bourdieusien moi-même, on pourrait imaginer que la présentation que tu as donnée s'interprète comme sous l'angle d'une interprétation économique élargie à une économie des pratiques, puisque tu as parlé de la question des capitaux économiques, mais aussi assez rapidement du capital symbolique, qui visait à être protégé par cette organisation. Donc la phase, tu l'as présentée en termes de capital symbolique, tu as aussi parlé de capital social et d'autres. Donc on peut quand même imaginer que s'échangent à travers ces transactions ou ces interactions
une série de ressources, ou que se protège une série de ressources qui ne sont pas que économiques au sens classique, mais qui s'inscrirait plus dans une économie des pratiques. Je veux dire, on pourrait avoir une approche, une relecture bourdieusienne de ce que tu as proposé. Ça, c'est un premier élément. Un donnant-donnant, exactement, mais qui comment dire, qui se fait entre des types de ressources et des types de capitaux différents. Bon. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas l'interprétation qui m'intéresse le plus, mais je voulais savoir ce que tu en pensais par rapport à une possible interprétation bourdieusienne de ce que tu as proposé. Et puis à côté de ça, il y a ce qui m'intéresse beaucoup plus et qui est peut-être une certaine lecture du pragmatisme de Dewey, peut-être ici plus que de Peirce, et que Johann Stavo-de-Booge essaie aussi de développer, qui m'intéresse aussi. Johann a fait un texte qui s'appelait un pragmatisme pessimiste, où suite à sa thèse notamment, il avait une critique du pragmatisme de John Dewey comme étant un pragmatisme qui considère plutôt de manière ouverte et optimiste le surgissement de problèmes, de troubles, etc., puisque les troubles et les problèmes sont des occasions d'évoluer, de développer des connaissances, de mener des enquêtes, et donc de grandir d'une certaine manière. Et c'est avec une espèce de foi scientifique, en fait, que Dewey valorise la question du trouble et du problème. Et ce que disait Johann sur ses propres terrains et qu'on pourrait retrouver ici, c'est qu'on va se retrouver face à toute une série de situations troubles, de transactions troubles entre un organisme et son environnement, pour reprendre un peu des termes plus de John Dewey, où en fait les troubles et les problèmes n'occasionnent pas d'enquête. Et donc c'est peut-être ce que tu montres dans cette situation-là, où en fait on préfère pas trop en savoir, ou pas se mobiliser, ne pas enquêter, c'est dangereux. Même les enquêteurs n'osent pas enquêter, même les chercheurs, excuse-moi, tu me pardonnes, mais je rebondis sur ce que tu disais, même les chercheurs en sciences sociales hésitent quand même un tout petit peu à enquêter sur la question. Donc il serait intéressant de penser, de rester, si on veut, dans l'optique pragmatisme, mais de penser aussi un pragmatisme pour lequel il y ait des enquêtes obstruées et des problèmes ou des troubles qui ne sont pas mobilisateurs, mais qui nous paralysent. Pour parler des hantises de Johann Stavo-de-Booge, de certains chocs ou traumas tels qu'on peut les envisager, peut-être aussi dans les situations type attentat, je veux dire, parler sereinement ou commencer à s'interroger ou enquêter aujourd'hui sur Molenbeek, à Molenbeek, ou à discuter le coup avec des musulmans molenbeekois autour des attentats, c'est juste impossible, quoi. Ou c'est très difficile. En même temps, je le dis, je n'ai même pas essayé. Bon. Mais, donc voilà, alors peut-être pas pragmatisme pessimiste, mais pragmatisme prudent par rapport au fait que tout trouble ou tout problème serait l'occasion d'enquête, de mobilisation, de problématisation, etc. J'ai une dernière petite question. Oui, moi c'est plutôt sur le fait d'avoir choisi de s'intéresser à l'expansion plutôt qu'à une implantation déjà établie. Est-ce que ça change en quelque chose ton propos autour de la question de la protection symbolique ou voilà, je pense que ça reprend un peu aussi la question de la concurrence, mais aussi pourquoi ce choix dans le processus d'implantation d'un clan. Voilà. Je pense qu'il y a une forte liaison entre les deux questions que tu as posées. C'est la question théorique, mais pratique aussi, de la relation entre le pragmatisme, surtout Dewey et Bourdieu. Je pense qu'on peut essayer d'interpréter cette démarche dans une façon bourdieusienne en disant, bon, il n'y a pas seulement l'anti-économicisme de Bourdieu, ça signifie qu'il n'y a pas seulement le capital économique, mais il n'y a pas des autres types de capital, le capital symbolique. Et donc on peut dire que la face, c'est une chose qui a à faire avec le capital symbolique. Mais moi j'ai employé le terme face
exactement parce que je voudrais montrer que cette dimension de la face, oui, est fort liée à la question du capital symbolique, mais elle ne peut pas être réduite à la question du capital symbolique. C'est pour ça que j'ai employé Goffman au lieu de Bourdieu. Je pense que la question du capital symbolique, c'est important, mais il y a un côté normatif aussi qui est important. Donc, à mon avis, dans la conception de face de Goffman, on peut trouver soit un niveau de capital symbolique, donc l'idée qu'il y a une économie de la réputation, mais aussi une question plus normative et plus morale. Et donc, je pense qu'avec cette conception de face, on peut éviter le réductionnisme bourdieusien, mais aussi un réductionnisme normativiste à la Honneth, dans l'idée qu'il y a cette reconnaissance qui est surtout un phénomène normatif, moral. Je pense que le point de vue de la face peut tenir en compte de deux mécanismes. La question de l'économie de la face, mais aussi la question des conséquences morales de ce qui se passe en tant qu'on perd sa propre face. Par exemple, on peut penser à la question des suicides. Il y a beaucoup de suicides dans le nord-est de l'Italie liés au fait qu'une entreprise doit être fermée à cause de la crise. Et bon, c'est difficile à expliquer un phénomène tel que le suicide en termes de capital symbolique. Donc je pense que la question de la face peut nous aider à tenir en compte du niveau normatif et du niveau de l'économie des biens symboliques. Pour ce qui concerne l'optimisme de Dewey, dans mon travail sur le concept d'intérêt, la partie la plus grande de ma dissertation, c'était la reconstruction du concept deweyien d'intérêt. Et donc, oui, je pense que parfois Dewey est optimiste, mais il faut comprendre quel est l'intérêt de Dewey. Dewey ne veut pas démontrer que tous les conflits sociaux vont se résoudre par moyen de inquiry, de la réflexion intelligente coopérative, mais il veut souligner quelles sont les conditions de possibilité d'une résolution intelligente des conflits. Donc c'est pour ça qu'il peut sembler un petit peu trop optimiste, mais on peut se focaliser plutôt sur quelles sont les conditions d'impossibilité d'une résolution intelligente des conflits. Qu'est-ce qu'il se passe quand on ne peut pas faire une réflexion intelligente? Et donc je pense qu'on peut voir les côtés noirs de Dewey. Et donc je pense que si aujourd'hui on veut faire de la sociologie pragmatiste, naturellement, il faut éviter tout optimisme, toute banalisation. Il faut se focaliser, je suis d'accord avec cette interprétation. On peut le faire, mais il faut intégrer Dewey avec Bourdieu, à mon avis, avec Hoffman, avec des autres pragmatistes tels que Mary Parker Follett. Donc si on fait ce travail d'intégration de la pensée de Dewey, oui, ça peut être utile. Mais si on prend seulement Dewey, il y a ce danger d'être trop optimiste. Non? Et pour ce qui... Moi, au début, j'étais intéressé à l'expansion parce que, à mon avis, l'expansion montre toutes les limites de la conception culturaliste. Parce que la conception culturaliste ça peut marcher si on parle de l'andrangheta dans sa propre région, dans la Calabria. Donc, il y a cette idée de la sous-culture qui va produire une certaine mentalité, des trucs comme ça. Mais la question de l'expansion pose une question dynamique. Pourquoi cette culture, sous-culture, pourquoi cette mentalité fonctionne bien aussi dans des autres situations dans lesquelles la sous-culture dominante, c'est tout à fait différent. Ce qui m'intéressait ici, c'était la question dynamique. Comment on prend un groupe social qui est naturellement, culturellement façonné, et ce groupe social marche bien et fonctionne aussi au dehors de sa propre culture. Donc, c'est ça, mais naturellement, il serait très intéressant de s'interroger sur le fonctionnement de la protection de la face aussi, dans la Calabre aussi. Mais c'est pour ça que je me suis focalisé sur l'expansion. Okay. Ouais, parce que moi j'aurais dit que c'est de là qu'il y a le risque de justement rendre le Sud, d'avoir une approche culturaliste sur le Sud, justement, et d'avoir une approche dynamique dans le Nord, et donc de reproduire un peu non, je voulais seulement dire que
je ne vais pas dire qu'une approche culturaliste est juste par rapport au Sud et faux par rapport au Nord. Je voudrais seulement dire que... Le phénomène est plus visible. Oui, est plus visible, mais... Oui. D'accord. Ok.